Bonsoir à tous, bonsoir, merci beaucoup d'être venus à cette soirée de Lyon en commun, organisée sur le thème de l'alimentation et qui s'appelle Les pieds dans le plat. Alors je remercie déjà tous les intervenants qui vont intervenir là tout de suite et que je vais présenter. Aussi les associations sur le domaine, là vous avez les tables un petit peu derrière, on les présentera tout à l'heure. Et vous pourrez aller discuter avec elles, et également les membres d'organisations politiques, on verra tout ça. On essaiera dans la soirée de pouvoir organiser un temps informel. Vous l'avez déjà fait et déjà expérimenté avec le bar qui est derrière moi. Et on aura aussi un intermède musical à la fin. Avant de passer la parole à Nathalie Perrin, je voulais aussi vous dire que nous avons organisé cette rentrée sur le thème de la rentrée scolaire, justement. Nous avons fait tout ce mois-ci, et ça va tout le mois de septembre et aussi en octobre, des actions sur les écoles. Pour petit exemple de lancement, les 3 propositions qu'on a mis au débat, c'est par exemple le retour de la gratuité du périscolaire, le retour aussi des cuisines municipales avec les filières bio, les filières locales de plus en plus, mais aussi tout ce qui est lié à la fin du gaspillage, la fin de l'utilisation du plastique dans les écoles. Ça, c'était voilà, le thème un peu rentrée scolaire, les 3 propositions parmi d'autres qui sont au débat. Et puis, cette soirée, on l'a voulu beaucoup plus large que simplement la question des cantines, et on l'a voulu l'élargir sur le thème de l'alimentation, de la ceinture verte, des filières agricoles, de comment est-ce qu'on a une politique municipale intéressante sur ces thèmes-là. Et on a quelques intervenants qui vont du coup nous en parler. Et je vais les présenter juste après l'introduction de Nathalie, qui va, elle, par contre, vous présenter Lyon en commun plus précisément. Donc je lui passe la parole. Merci Laurence. Laurence Beaufet, qui est une élue engagée à nos côtés sur le 1er arrondissement, membre d'Ensemble, et je remercie les amis nombreux d'Ensemble qui non seulement ont rejoint l'espace politique Lyon en commun, mais ont largement contribué à l'organisation de cette soirée. Donc merci Laurence et merci à tous tes camarades d'Ensemble. Alors justement, parler d'Ensemble, ça va me permettre de vous dire rapidement qu'est-ce que Lyon en commun. Alors Lyon en commun, c'est d'abord un espace politique. C'est pas un mouvement politique, c'est pas un nouveau parti, un nouveau mouvement qui s'est créé comme si on en manquait. Non, c'est un espace. C'est un espace qui est parti d'un bilan, d'une expérience humaine, d'un bilan qui est forcément un peu celui de la mairie du 1er arrondissement, de ce que nous avons porté, qui est aussi le fruit des campagnes lors de l'élection législative de 2017 que nous avons menées, notamment avec Elliot Aubin. Elliot qui va nous rejoindre, qui est aussi adjoint en mairie du 1er arrondissement, qui lui représente la France Insoumise et qui était candidat sur la première circonscription du Rhône, et moi sur la seconde circonscription. Et ces 2 campagnes nous ont permis évidemment de sortir des frontières, avec guillemets frontières, du 1er arrondissement et d'aller à la rencontre de Lyonnais et Lyonnaises sur beaucoup d'autres quartiers, beaucoup d'autres arrondissements. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte lors de ces campagnes, lors de ces rencontres? Eh bien, on s'est rendu compte d'une envie d'autre chose pour Lyon, j'oserais dire d'une envie de gauche, d'une envie d'écologie, d'une envie de citoyenneté, et puis d'une envie d'une nouvelle proposition politique qui ne se fasse pas à partir d'en haut, qui ne soit pas réfléchie par quelques organisations politiques ou candidats, mais finalement que cette proposition politique, elle se nourrisse des habitants, des citoyens, des citoyennes, de leur expérience de vie, dans la proximité, dans leur quartier, dans leur environnement. Et on s'est dit, à un moment donné, on a une responsabilité, une envie aussi, on ne va pas se le cacher, à construire ensemble cette nouvelle proposition. Et c'est ainsi qu'avec Elliot, en faisant le bilan de ces temps législatifs, on a commencé à lancer Lyon en commun. Et puis, comme je l'ai dit, petit à petit, assez rapidement, on a souhaité
ouvrir cet espace politique. Alors, Ensemble nous a rejoints parce qu'on a aussi une longue habitude de travail en mairie du 1er arrondissement, de militantisme aussi. Je peux citer Anne Charmanson, je peux citer Armand Creuse, et on en a porté des combats communs sur la question des femmes, sur la question des droits humains. Je peux citer aussi Gilbert Dumas dans le 3e arrondissement, autour des services publics locaux, autour du quartier de la Pardieu également, et comment on construit une ville avec les habitants et pour les habitants. Donc, cet espace s'est élargi, agrandi, et on en est ravis. Et puis, mais ça c'est c'est l'avenir qui le dira, mais nous souhaitons que cet espace grandisse encore, s'agrandisse encore, et qu'il devienne vraiment cette plateforme de construction d'une nouvelle proposition politique pour Lyon. Et c'est pour ça que nous avons invité ce soir, et je les en remercie, des militants, des responsables politiques qui ne font pas aujourd'hui partie de cet espace, mais avec qui on a aussi des traditions d'échange, de militantisme. Et je vois avec plaisir des amis de génération qui sont là, des radicaux de gauche, en tout cas ceux qui sont restés à gauche, qui sont présents, et merci d'être là. Un représentant du Parti Socialiste aussi est présent. La gauche républicaine et socialiste est également parmi nous. Je pense que d'autres nous rejoindront aussi, parce que nous avons invité l'ensemble de ces militants et ces représentants politiques à venir débattre avec nous, comme ils le font eux-mêmes. Jeudi, Génération nous invite également à un temps de travail et de réflexion. On en a eu avec le Parti communiste, par exemple, sur la place Satonnet, etc. Donc voilà, il ne faut pas que vous ayez l'impression que la gauche est encore une fois la plus belle du monde, pour dire les choses vite fait. On discute. Et l'idée, c'est bien d'essayer de construire une proposition commune. Je dis ça, ça m'engage. Mais en tout cas, merci aux amis présents ce soir. On verra comment l'histoire s'écrit. Mais Lyon en commun, c'est aussi vous. Et quand je dis c'est vous, c'est pas seulement pour faire de la rhétorique et un effet de communication. Pourquoi je dis Lyon en commun, c'est vous? Parce que notre souhait, et je l'ai dit un petit peu en parlant des législatives, c'est de partir de vos réalités de vie, qui entre parenthèses sont aussi les nôtres, dans notre ville, dans notre quotidien. Parce que le quotidien ne nous fait pas peur. On ne se désintéresse pas du quotidien, on pense même que le quotidien c'est le grand projet. On n'a pas besoin de tours supplémentaires, on n'a pas besoin de collectivités toujours plus grosses, toujours plus puissantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie dans la ville. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous pour en parler, pour construire ensemble comment on va vivre à Lyon mieux que l'on y vit actuellement. Et c'est à partir de ce quotidien-là qu'on va créer notre proposition politique. Lyon en commun, c'est également un constat. C'est un constat que la ville, elle a été confisquée. Et d'ailleurs, lors du lancement de campagne, plutôt la présentation de ma candidature, nous avons dit nous voulons déconfisquer la ville. La ville a été confisquée. C'est le constat que nous faisons. Il y a eu plusieurs périodes. 2001-2008, si je parle de 2001, la ville s'est embellie. À peu près il y a eu un embellissement de la ville. Il y a eu une modernisation, une ouverture de la ville, la reconquête des berges du Rhône, il y a eu le vélo à un moment donné, il y a eu les nuits sonores, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont marqué et qui ont certainement embelli la ville. Et les Lyonnais et les Lyonnaises étaient fiers de cela et fiers de leur ville. Et après, et moi le tournant, je l'ai mis à partir de 2008, le tournant qui a été pris, c'est que la municipalité, et ça s'est fait petit à petit, mais vraiment le tournant c'est 2008, a arrêté de penser la ville pour les Lyonnais et les Lyonnaises. On n'a plus fait la ville pour les habitants et les habitantes, on a fait la ville pour les investisseurs. Et on n'a plus fait une ville à vivre, on a fait une ville à vendre. Et on fait partie en conseil municipal, et on fait partie à la métropole aussi, et où est-elle? Corinne Niel, élue d'ensemble, qui est à mes côtés également à la métropole. Nous dénonçons évidemment cette politique massive de la vente de notre ville. Ça a démarré avec l'Hôtel-Dieu. C'était quand même un symbole de vendre cet Hôtel-Dieu et en faire un lieu du luxe. Je veux dire, il fallait oser. C'est à ça qu'on les reconnaît, ceux qui osent tout.
Mais pour moi, ça a été le symbole que la ville nous échappait. Et puis après, on a eu cette braderie sans fin d'équipements municipaux qui passent au privé. Bien sûr, le stade de Gerland, aujourd'hui entre les mains de GL Evans, le stade La Dessine avec la politique de naming, etc. On fait sur de raccourcir, donc je vais aller plus vite. Et puis, au-delà même de bâtiments, de sites, on voit bien qu'il y a des rues entières aujourd'hui qui sont vendues et des quartiers entiers qui sont vendus. Alors moi, en tant que maire du premier, je le vois bien avec la rue de la République et la Presqu'île. On voit bien comment des commerçants, notamment, qui étaient là depuis parfois 30 ans, je pense par exemple à Debeau, le chocolatier, quand je dis 30 ans je me trompe, c'est 50 ans de Debeau, et qui a dû partir au final, et qui aujourd'hui a ouvert un petit restaurant que je vous conseille dans le 7e arrondissement, le Tableau Noir. On y mange très bien, mais aujourd'hui il est heureux parce qu'il a arrêté avec cette pression constante que lui faisaient les investisseurs pour le faire partir. Je passe sur l'épisode Carlino, moi j'avais été très très choquée par un article, je ne sais plus dans quel journal c'était, où, et je ne remets pas du tout en cause l'article, hein, mais les propos de l'investisseur qui disait la rue de la République est devenue une marque. Et c'est la première fois dans un secteur classé UNESCO. Et ils s'en vantaient. Ben moi je trouve que c'est une catastrophe quand on a une rue qui est considérée comme une marque. Et en effet, les habitants sont nous. Et donc aujourd'hui, la ville est confisquée, on ne fait plus la ville pour les habitants, et on voit que de plus en plus de Lyonnais partent de Lyon. Au départ, ils partaient du premier, ils partaient du centre. Ils sont allés sur la Guillotière, sur Villeurbanne. Mais aujourd'hui, la Guillotière et Villeurbanne, ça devient trop cher aussi, et ils partent plus loin. Un chiffre, et je terminerai sur ce constat. Le bilan social de la ville de Lyon 2013. En gros, c'est une photographie des personnels qui travaillent au sein de la ville de Lyon, des agents de la ville de Lyon. Plus d'1 sur 2 aujourd'hui ne vit plus à Lyon. Ce sont des personnes, des agents qui sont à notre service, au service public, enfin qui font le service public, ils ne peuvent plus vivre dans la ville pour laquelle ils travaillent. 1 sur 2. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'un tiers habite en dehors même de la métropole. J'ai l'habitude de dire que la métropole, c'est une centrifugeuse. C'est-à-dire elle fonctionne comme une centrifugeuse, qui garde au cœur ce qu'elle veut garder, et l'image est affreuse, mais je crois qu'elle est réelle, rejette ce dont elle n'a pas besoin. Et voilà comment nous nous sommes trouvés dépossédés de notre ville. Et là où on arrive au tournant, et j'en viens tout de suite ensuite au thème qui nous intéresse ce soir, c'est que le politique qui a fait avec les financeurs et les investisseurs, aujourd'hui se trouve lui-même dépossédé de sa ville. C'est-à-dire que j'ai des élus en face de moi, nous avons des élus en face de nous qui nous disent « Ah mais je peux plus agir ». Parce qu'en effet, la puissance financière a supplanté le pouvoir politique, la décision politique. Alors nous, ce qu'on veut proposer avec Lyon en commun, et c'est pour ça que ça s'appelle Lyon en commun, on parle bien de la ville de Lyon, là je ne vais pas vous parler de la métropole, c'est un autre sujet, bien plus complexe encore. On veut reprendre prise. On veut reprendre prise sur notre ville, sur notre quotidien, dans nos quartiers, et on veut reprendre prise avec vous. Et c'est vraiment ensemble qu'on va le faire, avec cette idée que chacun a un petit bout de la solution et une petite partie de la clé. J'utilise souvent l'idée de on va reprendre les clés de la ville de Lyon, mais c'est cette idée-là, mais en fait les clés on les a déjà. Il faut simplement qu'on s'en serve ensemble. Alors, on a décidé de partir de leviers d'action, parce que très souvent, les politiques dont je fais partie disent on peut rien faire, et en plus tout le pouvoir est concentré à la métropole. Finalement, la ville, c'est plus intéressant, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se battent tous pour gagner la métropole, pour être candidat à la métropole demain. Nous, c'est la ville qui nous intéresse, et en plus, on pense qu'il y a des sacrés leviers d'action sur le territoire de la ville et avec la ville, avec la municipalité. Et pendant les 6 mois de campagne, j'espère que nous allons mener ensemble, nous allons nous concentrer avec vous sur ces leviers d'action, sur ces leviers politiques qui vont permettre d'agir politiquement. Et comme le disait Laurence, après avoir fait ce temps autour de l'éducation, de la situation de nos écoles, très vite on est parti sur l'alimentation, parce que pour nous, l'alimentation fait partie de ces leviers forts qui vont nous permettre de transformer
la politique, l'action politique, évidemment, de transformer notre ville. Pourquoi? Je vous le dis très rapidement et ensuite je laisse la place à nos intervenants. Premièrement, c'est un des leviers qui touche, et ça rejoint ce que je vous disais, chaque Lyonnais, chaque Lyonnaise. Ce qu'on mange, c'est le quotidien. Ce qu'on a dans nos assiettes, le temps que nous avons pour manger, le contenant aussi, voilà, tout ça, on le vit au quotidien, les conditions pour s'alimenter. Et donc, on veut partir de ce quotidien-là. Deuxièmement, c'est évidemment un levier qui permet d'agir sur la santé. On sait bien qu'en fonction de ce que l'on mange, notre corps va plus ou moins bien se porter. Et l'alimentation va avoir aussi, en termes de prévention, d'apparition de maladies, un rôle évidemment important qui est prouvé, je ne vais pas m'étendre ce soir là-dessus. C'est un levier qui permet d'agir sur l'environnement, parce que l'on sait également que selon les choix que l'on fait en termes d'alimentation, on va privilégier tel mode de production, tel mode aussi de distribution. Et donc, et on sait que les modes de production, notamment les modes de distribution aussi, ont des conséquences directes sur notre environnement. Elle permet aussi de faire levier sur l'urbanisme. On parle beaucoup du PLUH, on l'a voté à la métropole, enfin nous on ne l'a pas voté. On a quand même la disparition de territoires agricoles, y compris pour faire des grandes surfaces de la grande distribution, par exemple, ou des grands stades. Voilà. Donc, vouloir agir sur l'alimentation, ça veut dire aussi agir sur la ceinture verte qui entoure notre ville. C'est un levier économique. Je parlais de la distribution, je parlais des acteurs de la production. On va privilégier ou favoriser la constitution de telle ou telle filière. Donc il y a des leviers économiques, il y a un levier social. Rendre accessible une alimentation saine à tous et à toutes, ben ça c'est une politique sociale. Et je vois Axel avec la cuisine itinérante, mais ça a été un des propos, et c'est les Halles de la Martinière, cette idée de dire je veux rendre accessible une cuisine de bonne qualité avec des produits locaux, etc. Parce que je veux mener ce combat social-là. Voilà, c'est un exemple. Et puis je termine, c'est un levier humain. Parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses autour de l'alimentation, de la prise du repas. C'est la convivialité, c'est la rencontre, c'est le plaisir aussi, le plaisir de manger, le plaisir d'être ensemble. C'est donc un levier humain et je pense que pour faire ville ensemble, eh ben, on a besoin de ce plaisir à être ensemble, de ce plaisir à partager. Et l'alimentation, c'est aussi ce fait culturel-là, et on veut le prendre également en tant que tel. Alors, et c'est vraiment mon mot de conclusion, nous aussi nous voulons que Lyon soit la cité de la gastronomie. Bien sûr qu'il faut que Lyon soit la cité de la gastronomie. Mais quelle cité de la gastronomie? Pas celle, certainement pas celle qui est faite aujourd'hui à l'Hôtel Dieu pour quelques-uns, mais c'est vraiment une cité de la gastronomie à ciel ouvert, une cité de la gastronomie pour toutes et tous, et ça sera bien notre projet dans le cadre de cette proposition politique que nous voulons construire avec vous, et je redonne la parole à Laurence. Je vous remercie. Merci Nathalie. Merci, j'ai la tâche ingrate, et tu le sais, de tenir compte des temps que nous nous étions donnés au départ. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je ne vais pas faire un grand discours moi du coup. Je vais tout de suite passer la parole à Paul Ariès. Doit-on présenter politologue, rédacteur en chef de la Revue des Indignés, directeur de l'Observatoire international des gratuités et spécialiste de l'alimentation, bien sûr, et c'est le sujet dont nous allons débattre ce soir. Bonsoir. Lyon s'est toujours voulu la capitale de quelque chose, des Gaules, de la résistance, de la gastronomie. Ce qui est certain, c'est que Lyon n'est ni la capitale de la transition écologique, ni la capitale de l'agriculture paysanne, ni la capitale de la restauration scolaire. Lyon a pourtant de sérieux atouts, puisque la ville est entourée de zones d'agriculture particulièrement diversifiées, et que 80% des enfants des écoles primaires mangent déjà à la cantine, soit 10% de plus que la moyenne nationale. C'est important parce que la restauration sociale, et pas simplement la restauration scolaire, ça peut devenir le principal levier pour réussir la nouvelle révolution agricole
Mais tout dépend bien sûr de quel contenu on va y mettre. Lyon a malheureusement fait une série de mauvais choix. Déjà en concédant sa restauration scolaire au groupe Elior, plus connu pour son mauvais management que pour son efficacité en matière de transition écologique, sa filiale avait raflé les repas de nos enfants à la Sodexo en passant par le tribunal administratif car son offre était 4% moins chère. Il faut croire que l'appel d'offres n'était pas si bien rédigé, car une ville peut mettre des conditions qualitatives qui permettent d'échapper à la logique du moins-disant, qui est souvent, en même temps, la logique de la malbouffe. Elior a été depuis systématiquement reconduit, et Lyon est pourtant l'une des villes les plus chères en matière de cantine. Lyon et le Grand Lyon ont fait ensuite trop souvent le choix du gigantisme, avec par exemple la construction de la cuisine centrale unique à Rieux, un investissement de 17 millions, 24 000 repas par jour, avec seulement 56 employés. Et Lyon et le Grand Lyon ont fait également trop souvent le mauvais choix de continuer à sacrifier des terres agricoles. On se souvient des combats autour de l'OL Land, mais on a l'exemple aujourd'hui du projet de bétonnage de 110 hectares dans l'ouest lyonnais pour implanter une entreprise de camions et du goudron. Alors on a besoin de gros mots pour penser l'alimentation que l'on peut souhaiter pour notre ville, et nous proposons au minimum 5 nouveaux gros mots. Tout d'abord, la démocratie alimentaire, qui traduit la volonté de reprendre le pouvoir sur la façon de s'alimenter. Et cette démocratie alimentaire, elle passe déjà par l'organisation de la représentation des citoyens dans les instances de décision, avec la mise en place de commissions locales et régionales d'agriculture et d'alimentation, avec la refonte de l'agenda 21, avec la constitution de plans territoriaux de coopération économique, avec la création d'un conseil d'alimentation de la ville sur le modèle de ce qui se pratique dans le Pays Basque. Et on peut prendre pour cela appui sur les expériences du MIRAMAP, le mouvement interrégional des AMAP, qui a publié un document intitulé « Ensemble pour une démocratie agricole et alimentaire ». Le deuxième gros mot indispensable, c'est celui de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire du droit des peuples à définir leur propre système agricole alimentaire. Le troisième gros mot, c'est la sécurité alimentaire, l'accès garanti à une nourriture satisfaisante sur le plan quantitatif et qualitatif. Le quatrième gros mot, c'est l'agriculture paysanne. Le choix de l'agriculture paysanne, c'est l'inverse de ce qui a été fait. 1% des fermes françaises produisent aujourd'hui plus de la moitié des porcs, des poulets, des œufs produits en France. Le cinquième gros mot, c'est l'autonomie alimentaire. Il faut toujours se souvenir qu'en France, un produit parcourt en moyenne 1500 km. Alors il s'agit bien sûr d'un gaspillage énergétique, mais aussi d'une fragilisation extrême. Lyon comme Paris ne dispose que de quelques jours d'autonomie alimentaire. Et une des priorités doit être de mettre en place des pactes, c'est-à-dire des projets alimentaires territoriaux issus de la loi de 2014. Et ces projets visent à réorganiser les circuits alimentaires pour favoriser un meilleur ancrage territorial avec une relocalisation, mais aussi avec un souci de la qualité des aliments. Et la restauration sociale et scolaire doit y avoir une place essentielle. La restauration sociale, tout secteur confondu, c'est plus d'un repas sur deux consommé aujourd'hui en France. La ville pourrait donc réorienter la transition agricole à travers sa politique d'achat. Mais pour cela, il faut apprendre à marcher sur nos deux jambes. C'est-à-dire que globalement, on sait ce qu'il faudrait faire
en matière de nouvelles politiques agricoles, mais on ne parle plus assez depuis des décennies des politiques alimentaires nécessaires. Et c'est pourquoi il faut parler avec la Confédération paysanne, avec le MEDEF, avec Nature et Progrès, avec les AMAP, avec Slow Food, de P2AC, c'est-à-dire de politique agricole et alimentaire commune, face bien sûr à la PAC actuelle. Je suis partisan d'un retour en régie municipale de la restauration scolaire au terme du contrat avec Elior. Mais si on revient en régie municipale, ce n'est pas pour faire la même alimentation. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, surtout carnée autrement, assurant la biodiversité, une alimentation issue de l'agriculture paysanne, une alimentation faite sur place et si possible, servie à table. Je parlais d'un retour en régie municipale pour la restauration scolaire. Nous pourrions aussi réfléchir à la création de régies municipales fermières. Il en existe déjà de nombreuses en France, même si on cite traditionnellement le cas de Mouansartou. Mouansartou qui a acheté des terres, a installé des paysans pour pouvoir approvisionner en produits bio et locaux les cantines, les EHPAD, etc. Il y a une troisième forme de régime municipal possible, celle concernant les restaurants municipaux ouverts à tout le monde. Je prendrai un seul exemple, Nantes et sa cantine du voyage. C'est un restaurant municipal ouvert à toute la population 6 mois par an, avec un menu unique, 11 € à midi, 14 € le soir, 300 places, 150 000 repas servis dans l'année. Et cette cantine est un lieu de vie, une sentinelle également pour défendre une race de poulet nantais, le poulet fermier d'Ancenis. Et cette cantine est devenue un incontournable, aussi bien pour les Nantais que pour les touristes. Et il n'y a pas eu d'effet négatif pour la restauration commerciale, grâce déjà au choix d'un menu unique toute l'année. Et cette cantine du voyage, c'est aussi le potager de la cantine, c'est-à-dire un maraîchage urbain sur 900 mètres carrés pour faire pousser tout ce qui est nécessaire pour la composition de la petite salade du menu. La cantine, c'est aussi un gigantesque espace de jeu gratuit pour les enfants et les adultes. La cantine du voyage à Nantes, la cantine paysanne à Lyon, j'avoue que ça aurait de la gueule. La restauration sociale, c'est aussi le restaurant administratif pour le personnel, c'est encore les restaurants servis dans le cadre des hospices civils de Lyon, ce sont les crèches, les centres aérés, les maisons de retraite, les EHPAD. Ce n'est plus 20 000 repas quotidiens, mais 50 000 qu'il faut viser. Il va donc falloir multiplier les cuisines centrales, en installer 2 ou 3 complémentaires de celles de Rieux. Alors on nous dit que Lyon, c'est déjà 40% de bio. Mais en fait, il s'agit du nombre de références de produits et non pas du volume d'achat. Lyon parle de bio local, mais s'agit-il d'une agriculture biologique issue de l'agroécologie paysanne ou de la bio-industrie? Et nous voulons en effet une alimentation scolaire bio locale, mais pas n'importe quel bio, ni n'importe quel local. Et nous devons être du côté de ceux qui ont lancé le mouvement « Pas de tomates bio en hiver ». Mouvement lancé par la Fédération nationale de l'agriculture biologique, le réseau Action Climat, etc. Et je salue la Confédération paysanne qui a claqué la porte en juin dernier du comité bio de l'Interpro des fruits et légumes en raison de l'élection d'un défenseur affiché d'une agriculture bio industrialisée. Il faut aller au-delà du cahier des charges minimal du bio. Cahier des charges qui est toujours moins rigoureux, parce que nous voulons effectivement une alimentation débarrassée des pesticides, une alimentation sans intrants de synthèse, sans